La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Simon Dabin, chercheur et chargé de cours à l'Université de Montréal. Bienvenue à cette rencontre. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cet autre tête-à-tête que vous propose la série La tête dans les nuances. Et aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans l'univers de M. Simon Dabin. Monsieur Dabin, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. On vous a connu pour une première fois lors de la table ronde, mais là, on voulait en savoir un peu plus sur vous, sur vos idées, sur votre cheminement. Et d'ailleurs, commençons dès le début parce que j'ai vu dans votre curriculum vitae que vous étiez détenteur d'une licence en droit public de l'Université de Poitiers en France et que vous participez, là j'ai échappé l'année malheureusement, à un programme d'échange avec la faculté de droit de l'Université de Montréal. Et je me suis demandé, est-ce que c'était ça l'occasion de votre premier séjour au Québec? Tout à fait, tout à fait. En 2009, je venais en fait pour une année d'échange. J'étais en maîtrise de droit à ce moment-là. Et finalement, je ne suis plus jamais reparti, finalement. Bon, on est très content et on vous garde. Soyez sans crainte de ce côté-là. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir le Québec à ce moment-là? Alors, le choix du Québec s'est fait, pour être très honnête, complètement par hasard. Je souhaitais partir une année d'échange à l'étranger. À l'époque, il fallait mettre 5 choix dans nos demandes en France. Puis, j'ai eu Montréal, j'ai eu l'Université de Montréal. Donc, à la base, c'est un hasard complet, mon arrivée ici. Qu'est-ce qui vous fait y rester? Il y a une très belle phrase. J'avais pas les bonnes raisons de partir, mais j'ai trouvé les bonnes raisons de rester, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est vrai que assez rapidement, en fait, je suis la politique canadienne et québécoises ont commencé à me passionner en fait assez rapidement. Le droit constitutionnel canadien, j'ai trouvé ça complètement fou, passionnant. Et c'est en grande partie, et bien sûr, le Québec dans son entièreté, sa culture, son histoire. Ça m'a fait rester vraiment. Parce qu'au moment où vous étudiez en droit public en France, c'est un peu ces questions-là auxquelles vous vous intéressez ou déjà vous étiez sur les questions autochtones sur lesquelles on reviendra bientôt? Pas du tout. En fait, à l'époque, j'étais passionné de droit constitutionnel. Donc, quand je suis venu ici, c'est assez logiquement que j'ai commencé à prendre des cours de droit constitutionnel à l'Université de Montréal. Et c'est dans ces cours-là que j'ai décidé de me réorienter en sciences politiques par la suite. J'ai trouvé, et là vous me corrigerez si je fais erreur, mais dans votre baccalauréat, vous y jumelez aussi la philosophie. Oui, tout à fait, oui. Un petit baccalauréat à l'Université de Montréal. Et là, je me demandais quelle était l'importance de jumeler la philosophie à l'époque, mais surtout, quelle place ça occupe encore à la fois dans votre vie personnelle ou professionnelle que de faire des études, que d'avoir fait des études en philosophie? Disons que ça permet souvent de pouvoir prendre des pas de recul. La science politique, c'est une science beaucoup liée à l'actualité. Bon, bien sûr, on étudie l'histoire aussi en sciences politiques, c'est une évidence, mais c'est vrai que c'est une science très, très active, très, très présente. Et c'est bien des fois d'avoir un petit pas de recul, de pouvoir théoriser, de pouvoir s'élever un petit peu sur des questions très concrètes dans la vie de tous les jours. Et la philosophie permet de s'évader. Et ça, j'aimais beaucoup. J'aime encore d'ailleurs. Et je ne sais pas, vous saurez me faire la comparatif avec la France, très certainement, mais chez nous, la philosophie, c'est souvent la matière ou la discipline mal aimée. Il y avait dans le cursus collégial un cours de philosophie à chacune des sessions, c'est-à-dire 4 cours de philosophie. Ça a été réduit à 3. Certains disent encore que c'est là où on pourrait trouver de la place pour intégrer des cours qui vont plus dans l'ordre de la modernité. Exactement. Est-ce que selon vous, c'est la dernière place où il faudrait couper la philosophie? Moi, je vais dire, je vais sûrement prêcher pour ma paroisse, mais il y a un mouvement qui n'est pas propre au Québec, mais il y a un mouvement qu'on retrouve même en Corée du Sud, qu'on retrouve au Japon, qu'on retrouve dans plusieurs pays et dans les pays occidentaux, qui est il faut couper dans les sciences humaines en règle générale. Il faut couper dans la sociologie, la philosophie,
la science politique et les sciences sociales aussi en grande partie, sur le principe de l'université, ça doit vous apporter des jobs. Et c'est vrai que le problème des sciences humaines, c'est qu'on ne voit pas le côté très concret et tout de suite des compétences qu'on acquiert dans ces cheminements-là. Et moi, je dirais, effectivement, c'est assez triste. D'abord parce que l'université et ces sciences-là, c'est aussi pour apprendre à penser, à réfléchir, même si on n'y voit pas c'est ça, si on n'y voit pas un écho concret dans sa vie de tous les jours, en fait, c'est fondamental et ça permet surtout, dans notre société, de prendre du temps, en fait, de ne pas faire toujours des activités pour produire des choses, mais de prendre du temps sur les choses et d'y penser avant de les faire, et ça, un peu comme c'est la fondamental. différence entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Exactement. C'est exactement ça. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et l'un ne va pas sans l'autre, et c'est vraiment important, en vérité. C'est une société qui ne réfléchit plus, qui ne pense plus, ça amène des choses catastrophiques et des décisions catastrophiques, en vérité. Donc effectivement, ces sciences-là, pour moi, ou ces disciplines-là, selon l'obédience qu'on veut, sont fondamentales dans une société, même si on n'y voit pas des intérêts concrets et pratico-pratiques tout de suite. On continue votre histoire. Vous partez de la France pour arriver chez nous. Vous en faites votre chez vous et on vous remercie pour cela. Et vous arrivez passionné d'études constitutionnelles. Mais je ne sais pas si ça se fait rapidement, à vous de le me dire, mais il semblerait que maintenant, la majeure partie de votre intérêt soit portée vers les questions autochtones. Oui, vrai ou faux? Tout à fait. Et comment ça arrive, ce changement? Par les problématiques constitutionnelles du Canada avec les peuples autochtones? En fait, c'est arrivé assez tard, et ça, c'est intéressant. Dans mon parcours, c'est de moins en moins le cas, mais c'est quand même une problématique qu'on peut élargir. C'est que moi, par exemple, j'ai pu faire tout mon bac, et même toute ma maîtrise, sans quasiment jamais entendre parler des nations autochtones dans mon parcours. Alors, c'est de moins en moins le cas, fort heureusement. Mais là, je parle quand même de 2015, en fait. La fin de ma maîtrise, c'était en 2015. Donc, on pouvait faire tout son parcours universitaire sans jamais en entendre parler, sans jamais entendre parler des pensionnats, sans jamais entendre parler de cette histoire. Donc, c'est vrai que ce n'est pas du tout venu comme ça. En vérité, j'étais très extérieur. Je n'y connaissais absolument rien et j'avais aucune connaissance de cette histoire-là. Moi, ma maîtrise portait plus sur le rapport, portait sur les renvois à la Cour suprême par Stephen Harper, donc on n'était pas du tout dans la même logique. Et c'est vraiment, en fait, c'est dans un séminaire, le dernier séminaire de maîtrise, j'allais même pas partir en doctorat d'ailleurs, j'avais décidé d'arrêter mes études où la personne qui allait devenir mon directeur de thèse nous a fait lire justement un ouvrage d'un grand penseur Mohawk, et en fait pour moi ça a été une révélation intellectuelle, et par la suite effectivement là j'ai commencé à lire sur l'histoire critique, sur l'histoire des nations autochtones en Amérique du Nord en règle générale, puis partout dans le monde, et ça a été une véritable passion à partir de ce moment-là. Ouais. Et ce l'est toujours, à l'évidence. Ça l'est vraiment toujours. Puisque quand on regarde le nombre de publications que vous avez fait autour des questions autochtones, il y a beaucoup à dire. Alors, si vous permettez, plongeons, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui m'ont fasciné dans ce que j'ai trouvé. Entre autres, votre thèse de doctorat, votre enseignement, vos engagements sont en bonne partie tournés vers les questions autochtones, on l'a dit. Ma première surprise, c'était de découvrir à travers vos écrits que la participation autochtone aux élections fédérales de 2015 et 2019 dépassait les 50 %. Oui, tout à fait. Là, une fois passé l'effet de surprise, parce que j'avais l'impression que les nations autochtones, dans leur recherche de négociation de nation à nation, rejetaient le Canada ou n'allaient pas voter, tout simplement, faisaient vote blanc. Alors, comment vous expliquez une aussi grande participation? Mais en fait, d'abord, c'est toujours assez important, en fait, les nations autochtones ou les autochtones, un petit peu comme tout le monde, effectivement, il y a des stratégies différentes par rapport au fédéralisme canadien et des attitudes différentes par rapport au fédéralisme canadien. Donc le vote
peut apparaître, en tout cas c'est ce que démontrait ma thèse et démontraient d'autres articles, peut apparaître comme une stratégie pour certaines personnes, pour certains autochtones, de faire avancer leur cause à Ottawa en choisissant certains députés ou certaines députées, tout en ne reniant pas, bien sûr, leur identité et possiblement leur rejet. Bien sûr, ça c'est une partie du vote autochtone. Il y a une partie d'un vote autochtone. Est-ce que je comprends de ce premier volet-là qu'on parle davantage d'un vote de contestation, d'une façon de s'exprimer face au gouvernement fédéral que d'un véritable appui? Je dirais, alors peut-être pas vote de contestation, mais un vote assez stratégique en fait. C'était ça que j'observais. Mais effectivement, pas forcément d'appui, pas du tout même d'ailleurs d'appui, mais un vote stratégique dans le sens où on va choisir de voter pour un député ou une députée autochtone. On va choisir de voter pour le parti qui, selon l'Assemblée des Premières Nations, représenterait le mieux les intérêts des Autochtones à la Chambre des communes. C'est pour ça qu'on observait vraiment un vote qui allait majoritairement, mais vraiment de manière assez massive, vers le nouveau Parti démocratique qui était le parti, à ce moment-là, le mieux noté dans sa plateforme électorale par l'Assemblée des Premières Nations. Donc il y a vraiment ce volet d'un vote, oui, je dirais effectivement stratégique, pas dans le sens où on l'entend en comportement électoral habituellement, mais effectivement un vote où on va porter certaines candidates vers la députation parce qu'on se dit, bon, on ne croit pas forcément au système, mais cette personne-là peut faire avancer les choses. Notre voix sera portée par nos représentants. Tout à fait. Voilà, c'est nettement plus clair. Très récemment, on a vu une délégation de 16 chefs autochtones se rendre à New York pour marquer un coup. Ils avaient des affiches sur Times Square réclamant des gouvernements du Québec et du Canada une mise en œuvre concrète de la Déclaration des Nations unies sur les droits autochtones. Est-ce que cette reconnaissance est un préalable à l'avancement de tout ce processus de réconciliation qui est entrepris depuis quelques années? Alors c'est sûr que les avis parmi la littérature qu'on appelle décoloniale, autochtone, sont très partagés sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il faut comprendre, pour comprendre cette division-là, je vais venir bien sûr à la réponse, mais pour comprendre cette division-là... C'est ça qui est merveilleux. Pour comprendre cette division-là, il faut voir quelque chose. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, c'est évidemment l'un des textes les plus importants d'émancipation et de reconnaissance des droits des autochtones dans le monde ces dernières années. Ça date de 2007. Maintenant, c'est aussi une déclaration, et c'est là le petit problème dans cette déclaration, c'est aussi une déclaration qui reconnaît le droit à l'autodétermination des peuples autochtones dans le monde, si et seulement si ça ne remet pas en cause les frontières territoriales des États dans lesquels ils sont, donc pas une autodétermination complète, pas une autodétermination externe, pas de souveraineté finalement. Donc c'est là où il y a une ambiguïté dans cette déclaration. Alors c'est sûr qu'elle est défendue parce qu'elle amène énormément de choses extrêmement positives, la reconnaissance des langues, le droit à l'éducation, c'est un point qui est largement amené. Et donc c'est normal que certaines élites, bien sûr, chefs de bande, défendent la mise en œuvre de cette déclaration, sa mise en œuvre qui serait une avancée monumentale dans les relations entre le Canada et les Premières Nations. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il y a d'autres stratégies là-dessus qui disent déclarons notre indépendance sans le Canada et sans la déclaration. Ça, c'est d'autres stratégies plus radicales dans la littérature décoloniale qu'on peut retrouver. Mais effectivement, donc moi, j'aime pas me positionner, j'aime pas prendre position à la place des personnes autochtones. C'est à eux et elles de décider si c'est un pas ou si c'est un meilleur pas ou si c'est un moindre mal. Moi, je dirais que la mise en œuvre de cette déclaration, de toute façon, ne peut qu'être bénéfique. Je ne sais pas si ça ne peut que amener des changements profonds. Parce qu'il y a un point qui est très important dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, c'est que si le Canada la met véritablement en œuvre,
il doit mettre fin à la loi sur les Indiens. Et ça, effectivement, je pense que ce serait quelque chose de fondamental et qui est très important pour l'avenir des relations entre le Canada et les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Face à cette manifestation, on a peu entendu le Canada. Donnons comme explication peut-être qu'on est en campagne électorale et que ça a passé sous le radar. Mais il y a eu comme, je dirais pas un froid, mais décidément, le Québec n'est pas prêt à cette reconnaissance-là et a évoqué l'idée de pouvoir passer par d'autres chemins pour arriver aux mêmes objectifs. Comment on explique que le Québec soit si, je dis réfractaire, c'est peut-être un mot trop fort, mais si réservé face à cette acceptation-là, d'autant qu'il y a dans cette déclaration-là la protection dont vous avez parlé, c'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause les frontières du Québec ou du Canada. Tout à fait. Je dois avouer que c'est une question sur laquelle je réfléchis beaucoup en ce moment. J'aimerais bien écrire même. Donc, j'ai juste donné des hypothèses. Oui, tout à fait. C'est ce qui nous intéresse. Et après, on vous lira dans quelques mois, quelques années. Il y a beaucoup d'éléments pour moi qui expliquent pour le Québec, que le Québec soit plus réservé avec les Premières Nations. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire que dans le reste du Canada, c'est parfait, très loin de là. Mais c'est vrai qu'il y a un certain retard quand même au Québec, je dirais. Une certaine plus d'incompréhension, plus de retard. Est-ce que ça pourrait s'expliquer par le fait que le Québec est lui-même à la recherche de sa souveraineté, en quelque sorte? Je pense, par exemple, que la difficulté première, c'est que c'est très difficile d'avoir eu un construit national, particulièrement depuis les années 70, où on a appuyé sur le fait que le Québec avait été colonisé. C'est dur, pas seulement pour le Québec, ça se voit dans d'autres nations, de se dire colonisé et en même temps de se penser colonisateur. C'est très dur. Il y a également des mythes qui ont encore la vie dure au Québec quand même. Hein. Le fait que les Québécois seraient tous d'origine autochtone, le mythe du métissage, comme on dit, qui a été quand même assez remis en cause par tous les démographes en vérité. Le mythe aussi, il y a des mythes aussi sur le fait que les Canadiennes françaises auraient été plus gentils avec les Autochtones que le reste du Canada. Donc il y a aussi des construits compliqués dans l'imaginaire québécois qui fait que, effectivement, c'est dur aussi. Mais il y a aussi eu une volonté dans les années 80 de ne pas s'allier avec les Autochtones. Hein. Ça a été assez démontré. Hein. Les chefs autochtones voulaient partir, notamment dans la négociation sur le rapatriement de la Constitution, voulaient partir avec le gouvernement Lévesque. En fait, ont proposé au gouvernement Lévesque, partons ensemble négocier cette Constitution-là. Partons ensemble, justement. Et le gouvernement Lévesque a refusé. Donc c'est une histoire compliquée, puis je pourrais continuer de donner beaucoup d'autres hypothèses là-dessus, mais et je pense globalement, la dernière hypothèse, c'est que globalement, on ne se connaît pas. Et c'est peut-être ça le pire en fait. C'est ça qui explique les réserves. On ne se connaît pas entre Québécois, Québécoises et Premières Nations et Inuits. Il y a une méconnaissance, presque, moi j'ai l'habitude de dire, c'est pas 2 solitudes qu'il y a, c'est 3 solitudes en vérité. Et on n'apprend pas sur l'histoire, on n'apprend pas à se connaître, évidemment ça s'arrange bien sûr, il y a de plus en plus d'initiatives qui le permettent, mais ça aussi, ça peut expliquer ce retard. On vous retrouve également comme consultant pour le réseau jeunesse des Premières Nations, Québec-Labrador, il faut l'ajouter. D'abord, félicitations. Mais j'aimerais ça avoir une idée de la perception de cette nouvelle génération sur les questions autochtones d'abord, parce qu'ils ont parfois été presque acculturés. Ils doivent se réapproprier leur culture, leur langue maintenant. Et est-ce que l'idée de créer un pont avec les Allochtones, c'est une priorité ou bien on doit d'abord remettre en place les bases de la nation à laquelle on appartient, ou les deux vont de pair?
Alors, il y a différentes stratégies qui sont opérées et chez les jeunes, ça s'observe beaucoup. Hein. Il y a vraiment des jeunes qui disent justement il faut se concentrer sur notre autodétermination et la résurgence de nos cultures. Il y a d'autres jeunes effectivement qui disent on n'a pas le choix. On n'a pas le choix en vérité de construire ces ponts-là. Et moi je vous dirais que le sentiment que j'ai, c'est que la majorité, c'est plutôt ça. On n'a pas le choix de créer des ponts. On n'a pas le choix de s'entendre. On est concerné par la même vie, la même planète. À ce titre, il y a toujours une citation que j'aime beaucoup citer de John Burroughs, qui est un auteur assez connu, autochtone justement au Canada, et qui dit, sur ces débats, est-ce qu'il faut collaborer, pas collaborer et tout ça, il dit le problème, c'est que demain, si notre planète meurt, on sera tous perdants là-dedans. Donc avant de se poser ces débats sur comment on se réconcilie, il faut que tout le monde se réconcilie avec la Terre, et ça, autochtone comme allochtone. On vous retrouve également comme membre du CIERA, qui est le Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtone. Lui-même créé, ça j'ai appris ça, je trouvais ça fascinant, c'est comme un dérivé du Centre d'études nordiques de l'Université Laval, qui avait été fondé par Louis-Edmond Hamelin. Et là, je suis allé visiter le site, évidemment, et j'ai déroulé. Évidemment, je n'ai pas une connaissance fine de l'ensemble des membres que j'ai trouvés sur le site, mais il m'est apparu que la présence de personnes issues des Premières Nations était largement minoritaire. Ouais. Est-ce que ma lecture est vraie? Sinon, comment on explique ce phénomène qu'il ne soit pas là? La lecture est vraie et c'est un véritable défi en vérité, je trouve. C'est évidemment un gros problème en fait. Les études autochtones, surtout francophones, sont encore largement dominées par des allochtones. Alors c'est dû bien sûr au fait que il y a un faible pourcentage de jeunes autochtones qui vont à l'université et évidemment encore plus faible, déjà que c'est faible dans le reste de la population, qui vont en maîtrise et en doctorat. Donc c'est vrai que le bassin de la population est assez restreint et ça fait une domination encore en études autochtones. Mais il y a des initiatives assez fantastiques pour ouvrir justement les universités et les rendre accessibles aussi de façon sécuritaire aux personnes Premières Nations. Je pense que vraiment l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est vraiment une université qui a pris des initiatives incroyables pour pouvoir s'ouvrir justement et pour pouvoir agrandir de fait plus tard ce bassin d'étudiants et étudiantes autochtones plus tard au Québec qui devront, il faudra qu'à terme, des gens comme moi, ça n'existe plus d'une certaine manière. Pas que ça disparaisse, mais que chacun prenne sa place. Exactement. Et que ce pont soit plus facilement créé parce qu'effectivement, tout le monde est autour de la table. Ça serait peut-être le souhait. Je sais que vous n'êtes pas un spécialiste du domaine de l'éducation, mais je tente quand même la question parce que je me demandais si dans notre cursus scolaire, je parle d'enseignement primaire, secondaire principalement, parce qu'après, les études d'histoire, à moins qu'on ne l'ait choisi, ça disparaît à toute fin pratique. Mais est-ce que l'enseignement de l'histoire des Premières Nations a véritablement changé ou on est encore dans quelque chose de cosmétique qui nous fait passer d'une histoire de conquérants à la véritable histoire de... Oui. Alors, ça a changé, fort heureusement, dans les derniers manuels scolaires. Ça a pu être identifié par certains chercheurs et certaines chercheuses. Donc ça s'est amélioré. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, vraiment beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire sur, justement, éviter les essentialisations, souvent des autochtones. Éviter aussi, et ça c'est très présent dans l'éducation au primaire, au secondaire, en fait les autochtones qui disparaissent après la colonisation. Or, elles sont toujours là. Et vraiment, il y a un espèce de tunnel jusqu'à presque, ça a été étudié d'ailleurs, jusqu'à la crise d'Oka, en fait. Les autochtones réapparaissent à la crise d'Oka. Alors aujourd'hui, on parle bien sûr, fort heureusement, plus des pensionnats, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je dirais, sincèrement, il y a du travail à faire sur cette histoire-là,
mais globalement, il y a du travail à faire sur la connaissance en histoire du Québec plus généralement dans la population. C'est intéressant de se le faire dire par quelqu'un qui vient s'installer chez nous. Mais on entend bien le message. J'aimerais terminer sur un tout autre sujet parce que j'ai trouvé en faisant la recherche sur vous, et vous me direz si je fais erreur, mais votre nom est associé à un poste de directeur général pour l'ensemble de musique de chambre par Amirano. Oui, c'est bien moi. Mirabeau, pardon. Oui. Et je me disais, par quel hasard ou pas, vous en arrivez là? Oui, alors, peut-être. En fait, est-ce que la musique, c'est une part importante de votre vie depuis longtemps? C'est une part très importante de ma vie, mais là, pour ce poste-là, c'est surtout que mon chum est le flûtiste de cet ensemble-là. D'accord. Donc, il y avait convergence d'intérêts. Exactement. C'est plus venu de là. Mais c'est une part très importante de ma vie. Et c'est un milieu que j'aime beaucoup, en vérité. Donc, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. Mais, parce que non seulement il y a votre nomination à ce poste de responsabilité-là, mais l'ensemble qui porte le nom d'une composition de Claude Vivier. Tout à fait. On parle ici de musique contemporaine, ouais. qui est souvent un secteur, je dirais peut-être mal compris ou moins apprécié que la musique en général. Tout à fait. C'est qu'il y avait double surprise. Est-ce que vraiment, encore là, c'est une question d'accointance avec un flûtiste ou bien vous avez une accointance avec le genre musical? Non, vraiment. C'est une musique que j'aime beaucoup et je trouve qu'effectivement, et en plus, je trouve qu'il y a énormément de ponts à faire avec la science politique, avec la musique contemporaine. Donc ça allie beaucoup de monde. Non, mais c'est une musique qui souvent a des messages extrêmement forts avec des compositeurs, compositrices très diversifiés qui ont des messages souvent. Il y a eu l'ensemble par Mirabeau a déjà joué sur la disparition des bisons au Manitoba ou sur des choses comme ça. Donc c'est une musique qui a des messages très forts à porter, et particulièrement au Québec, parce qu'on a des compositeurs, compositrices incroyables au Québec en musique contemporaine, et qui ont beaucoup de messages importants à dire. Donc ça a des liens assez forts avec la politique. Quelle serait la clé que vous nous proposeriez pour initier ceux qui, d'emblée, ont une réaction réfractaire en disant « Non, ça, c'est pas mélodique, je me retrouve pas dans cette musique-là ». Comment on aborde la musique contemporaine? Bien, je pense que un peu comme tout art, en fait, je pense qu'il ne faut jamais se restreindre. Bien sûr, il y a des choses qu'on peut ne pas aimer, fort heureusement, mais avant, il faut y aller d'une certaine manière, parce que je pense qu'en plus, la clé pour aller en musique contemporaine, en plus, c'est de dire très sincèrement, c'est tellement vaste et en plus, c'est tellement riche au Québec que vraiment, vous pourrez trouver tout ce que vous voudrez dans la musique contemporaine. Donc effectivement, des choses un peu plus âpres, je dirais, au premier abord, mais aussi effectivement des choses très accessibles. Donc, l'ouverture nous permettra de se laisser toucher. Exactement, je dirais ça, oui. Ben, c'est sur cette belle note qu'on va conclure cet entretien. Je vous remercie infiniment d'être passé chez nous. Merci beaucoup.